Il manque à nouveau Géraldine Savary. Oui, oui. Vous aussi, vous êtes serré dans l'horaire. Hein? Oui, oui. Entre les deux. Voilà, Madame, Monsieur, nous reprenons la deuxième partie de ce forum avec cette fois-ci autour de la table 5 personnalités qui ont rejoint les 4 premiers éclairagistes de notre forum, 5 personnalités que je vais me permettre de vous présenter en commençant par le général d'armée Marc Watin-Augouard, que je salue. Il a bien commencé la semaine, puisqu'il a fêté son anniversaire lundi. Il la finira encore mieux parce qu'il participe au Forum Sécurité Chablais. Général d'armée 5 étoiles depuis le 1er septembre de l'an 2008. Vous êtes ancien inspecteur général des armées, gendarmerie, entre 2008 et 2012. Vous êtes actuellement directeur du centre de recherche de l'école d'officiers de gendarmerie nationale. Et vous êtes aussi un délégué de la gendarmerie auprès du FIC, le FIC, qui est le Forum international, non pas du Chablais, mais de cybersécurité. Et vous êtes commandeur de la Légion d'honneur. Bienvenue, mon général, et merci d'avoir fait le voyage quasi voisin, pas via les Portes du Soleil, mais via la route jusqu'à Champéry. À votre gauche, Jean Trécani. Jean Trécani, vous êtes le procureur général adjoint du canton de Vaud, chef de la division entraide et criminalité informatique et économique. Vous avez commencé votre carrière en 1980 comme greffier substitut au tribunal cantonal. Dès 2004, vous êtes aussi chargé de cours à l'UNIL, master en droit, criminalité et sécurité, et vous êtes aussi membre du comité de direction du SCOCI. Vous avez fait de la cyber, qui était au départ un hobby, pratiquement votre profession. Bienvenue aussi à vous. Pour compléter ce panel, si la régie n'est pas victime d'une cyberattaque sur mon microphone, nous avons le plaisir de saluer 3 personnalités politiques à qui je ne ferai pas l'affront de les présenter dans le détail parce que ce sont 3 figures connues, bien connues, qui nous font le plaisir et l'amitié de leur présence. Géraldine Savary, conseillère aux États du canton de Vaud, vice-présidente du Parti socialiste suisse. Bienvenue à vous, madame, qui refait une fidélité au forum quelques années plus tard. Yannick Butet, conseiller national, PDC du Valais, président de la commune de Colombey, major d'état-major général auprès de la brigade d'infanterie 2. Et à la droite du général, plaisir de saluer Pierre Maudet, conseiller d'État de la République et canton de Genève, en charge du département de la sécurité, capitaine de notre armée suisse. Merci à ces 3 politiciens de rejoindre ce panel et de vous offrir leurs expériences et leurs propos. Madame, Monsieur, j'aimerais, dans l'heure et demie qui nous sépare du cyber-apéro, j'aimerais
que nous déroulions le fil rouge de ce débat autour d'un certain continuum de la sécurité en matière de cyber, en commençant par l'individu, en se déplaçant sur les organisations et en terminant sur l'État. Mais avant de dérouler ce fil et d'interpeller chacune et chacun des participants à la table ronde, j'aimerais quand même à deux personnes poser une toute petite question. Et j'interpelle Jean Trécani d'abord, procureur général adjoint. Un président d'une république hexagonale voisine disait un jour qu'il avait, pour lutter contre la crise actuelle, une merveilleuse caisse à outils. Le mot n'avait pas été du goût de tout le monde, ni non plus de ses communicateurs. Et j'aimerais vous demander, Jean Trécani, dans la boîte à outils qui est la vôtre, quels sont les instruments législatifs que vous avez contre toutes ces cybermenaces? Jean Trécani. Pour être cruellement réaliste, tout le monde sait que je suis plutôt réaliste. Je dirais que nous sommes plutôt démunis, tant en ressources humaines qu'en moyens techniques. La Suisse, aujourd'hui, en matière de petite criminalité Internet, la grosse criminalité, on trouve toujours des moyens à l'extérieur auprès des experts, par exemple, est plutôt démunie. Elle est démunie au niveau législatif, elle est démunie au niveau des moyens policiers, elle est démunie au niveau de la justice. Je pense que nous sommes dans une période charnière et donc tout cela va évoluer dans quelque chose de plus costaud. Par exemple, lorsqu'on observe ce qui se passe actuellement au niveau de la magistrature, on peut voir que le ministère public de la Confédération récupère la compétence de lutter contre la cybercriminalité provenant de l'étranger, ce qui est la grosse cybercriminalité. C'est récent, il a fallu une décision du tribunal pénal fédéral de 2012, début 2012, pour imposer cette compétence qui n'était pas inscrite dans les lois. Personnellement, je regrette qu'on n'ait pas pris conscience plus tôt de ce besoin, qui était facile à discerner bien avant. Au niveau des lois, on a quantité de comportements informatiques qu'on a oubliés du code, qu'on n'a pas voulu implanter dans le code et qui donnent des situations un peu ridicules. Je vous donne un exemple. Encore récemment, un entrepreneur vaudois a subi une attaque informatique qui a planté tout son site pendant 24 heures. Ce site vit de la vente sur Internet, donc il a subi une perte assez sensible. Quelle infraction avons-nous à disposition pour lutter contre cela? Une contravention, une simple contravention à l'article 179 du Code pénal, septies. Quand on a une contravention, on n'a pas de moyens d'entraide judiciaire. On a le ridicule en arrivant avec des demandes internationales taxées d'urgente lorsqu'on n'a qu'une contravention à la clé. Donc là, une attaque grave qui est fréquente. Je signale en passant que cette attaque, on a identifié l'auteur pour des tas de raisons. C'était un employé mécontent. Cette attaque a été faite par un mercenaire cybernaute qui s'est laissé payer moins de 1000 francs pour faire cet exercice. Donc vous voyez que c'est accessible facilement, on peut mettre sur les genoux n'importe qui facilement. Sur le plan légal, donc, on a pas mal de lacunes qui viennent nous compliquer l'existence, surtout du point de vue international où on a besoin d'aide, et pour avoir de l'aide, il faut être crédible, il faut avoir des infractions solides. Sur le plan des ressources, on a quelques policiers, je parle plutôt de la Suisse latine, que je connais mieux que la Suisse allemande. On a quelques ressources, mais elles restent quand même marginales. Et quand on voit par exemple que le canton de Vaud, qui est bien doté par rapport à d'autres cantons, dispose de quelques unités spécialisées dans ce domaine, on voit que ces unités sont passablement accablées par le quotidien qui consiste à vider des mobiles et à prendre des copies de disques durs qui occupent une bonne partie de leur temps au détriment de l'autre partie qu'on voudrait voir se développer, celle où on renseigne les policiers du terrain sur les aspects techniques nombreux qui existent en matière d'Internet. Je suis en train de vous faire une conférence là. Non, mais merci beaucoup pour ce visionnement de votre caisse à outils qu'on a bien compris, un peu vide, et à fleur et moucheté, vous avez là dégagé déjà quelques attaques à l'endroit du pouvoir politique. On va voir si effectivement ce pouvoir politique n'a pas les moyens d'apporter les réponses que vous attendez. Mon général, à Lausanne, on dit volontiers raser la cathédrale que l'on voit le chuve. En Suisse, on dit plutôt raser les Alpes que l'on voit la mer. J'ai envie de vous demander, parce que vous êtes un spécialiste au-delà des frontières, raser les Alpes qu'on voit le cyberespace, c'est possible, mon général? Je ne sais pas si c'est possible, mais c'est nécessaire.
C'est nécessaire parce que la construction même du cyberespace est une construction mondiale, planétaire. Dans la tragédie telle qu'on l'enseignait autrefois, il y avait l'unité de temps, de lieu et d'action. Il n'y a plus d'unité de temps, il n'y a plus d'unité de lieu, il n'y a plus d'unité d'action. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les problèmes que nous connaissons, eh bien, sont des problèmes qui ne peuvent pas être réglés à l'échelon d'un territoire, mais à l'échelon international. Et on voit toute la difficulté que nous avons aujourd'hui à trouver un consensus. Rappelez-vous la conférence de Dubaï en décembre 2012, où les États d'Occident, si je peux dire, n'ont pas pu se mettre d'accord avec des États d'Orient. Donc on est vraiment dans une nécessité de travailler à l'échelle planétaire, même si, pour ma part, je considère que les grandes alliances sont peut-être incertaines, et je préfère la coopération bilatérale parce qu'elle est beaucoup plus sûre. Décloisonner, raser les Alpes, ce n'est pas simplement sur les frontières territoriales, c'est décloisonner dans nos esprits. Et là, nous vivons non pas une évolution, pas une révolution, mais une métamorphose. Le ver va devenir papillon. On change tout. Or, il faut que tout le monde comprenne qu'on a changé et qu'on va changer encore plus. Nous passons d'une époque où nous avons encore 4,3 milliards d'adresses Internet protocole à une époque où il y aura 324 milliards d'Internet protocole. Ça veut dire que demain, sur chaque millimètre carré de notre planète, il y aura 680 millions de connexions possibles. Ça veut dire que tout sera interconnecté. Comment peut-on, policiers travailler comme des policiers, magistrats travailler comme des magistrats, entreprises privées comme des entreprises privées, civils, militaires? Comment peut-on travailler seul par rapport aux enjeux, alors qu'en vérité, demain, toute la convergence de nos actions est nécessaire? Ça ne veut pas dire que nous devons abandonner notre identité, abandonner notre rôle. Le magistrat est un magistrat, il le restera. L'acteur privé est un acteur privé, il le restera. Mais demain, il faut une véritable convergence. Il faut cesser de travailler d'une manière pyramidale, de concevoir notre action comme un orgue avec ses tuyaux séparés, mais désormais avoir effectivement une vision, comment dirais-je, planétaire, une vision network de notre travail, de notre coopération interservice. Voilà pourquoi je pense qu'aujourd'hui, la présence parmi nous, à la fois de policiers, de gendarmes, d'hommes politiques et de femmes politiques et d'acteurs du service privé, est un élément essentiel, parce que si on ne le fait pas tous ensemble, alors nous subirons individuellement. Si on ne met pas ensemble nos compétences pour travailler sur le cyberespace et la cybersécurité, alors nous avons une certitude, c'est que nous allons mourir tous ensemble. Et je vais terminer par une idée. Après Hiroshima, on a découvert que l'humanité était capable de s'auto-détruire complètement. Avant, on ne pouvait pas détruire l'humanité. Ce n'est pas quelques bombardements qui pouvaient le faire. Avec l'ère nucléaire, l'humanité peut se détruire totalement. Eh bien, avec l'ère du cybernétique, l'individu, nous, chacun d'entre nous, peut perdre totalement sa liberté, son autonomie, sa sphère d'intimité. Toutes les données à caractère personnel que nous allons véhiculer peuvent être récupérées par des personnes. Or ça, je crois que c'est l'enjeu majeur. Vous avez parlé tout à l'heure du cybercitoyen. L'enjeu de tout cela, c'est l'homme. Quelle est la place de l'homme que nous voulons réserver dans un cyberespace où nous serons tous interconnectés? Voilà, la question. Merci, mon général. C'est une question politique. Merci, mon général. Vous nous auriez presque déjà apporté la conclusion à notre débat, mais nous y reviendrons au fil de cette discussion. L'individu, la métamorphose depuis la chenille jusqu'au papillon, ça commence peut-être avec le cyber-enfant. Et j'ai peut-être envie de commencer par le cyber-individu pour la cyber-organisation et le cyber-État. Et je me tourne du côté de Yannick Buttet, parce que les incivilités, les vandalismes que l'on peut découvrir auprès du cyber-individu sont des menaces. Alors, est-ce que finalement, l'école, la famille, n'a pas un rôle de prévention à jouer dans cette cyberprévention? Yannick Buttet, conseiller national. Bien sûr, je pense, c'est certain que l'école et la famille, comme dans tous les domaines où il y a des risques et des opportunités, l'école et la famille ont un rôle essentiel à jouer.
Et je pense en particulier à l'heure actuelle, parce qu'on se trouve, et c'est vrai, on doit se poser la question, j'ai beaucoup apprécié ce qui a été dit jusqu'à maintenant, que ce soit dans les présentations ou déjà dans les mots qui viennent d'être dits, quelle est la place de l'homme? C'est une question qui est tout à fait juste, mais de se dire aussi comment va se passer cette transition actuellement. Parce qu'hormis les gens qui sont peut-être dans cette salle, qui sont sensibilisés aux dangers dans le cyberespace, j'ai l'impression, et moi-même aussi, qu'on sous-estime ces différents risques, et surtout que les personnes que nous sommes actuellement, eh bien, nous ne sommes pas nés avec une tablette dans la main, avec un portable dans la main, comme naissent aujourd'hui nos enfants. Et là, il y a une incompréhension, il y a un problème de génération, comme il y a eu dans toute l'histoire du monde. À chaque fois qu'une génération suit l'autre, il y a certains conflits, il y a des adaptations à apporter. Et j'ai l'impression qu'actuellement, nous sommes en retard sur la base légale, nous sommes en retard sur la prise de conscience, notamment parce que c'est un outil que nous maîtrisons mal et que nous comprenons mal. Et on en a davantage peur. Et plutôt que de dire toutes les opportunités, voilà les opportunités qu'il y a, c'est un changement structurel comme on l'a entendu, profitons-en, fixons un cadre. J'ai l'impression qu'actuellement, on en a très peur. Peut-être un petit exemple, le président du Conseil des États dernièrement a fait tout un discours pour dire à ses amis sénateurs, attention, n'allez pas sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui ne sert à rien, ça n'apporte rien économiquement, politiquement, finalement c'est uniquement des risques et pas des opportunités. Eh bien, ça montre l'incompréhension à l'heure actuelle, peut-être des adultes, j'aimerais dire, et du monde politique par rapport à ça, d'où l'importance de soigner cette transition et d'accompagner les enfants dès le départ, que ce soit dans la famille ou dans l'école. On va tout de suite vérifier. Géraldine Savary, vous avez entendu le discours de votre président du Conseil. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez obéi au président, et puis vous êtes aussi mère de famille, Pierre Maudet l'est aussi. Quelle éducation à la tablette avez-vous donné à vos enfants? Géraldine Savary et après Pierre Maudet. L'éducation à la tablette, je crains que ce soit plutôt mes enfants qui m'éduquent sur la tablette que l'inverse, disons. En tout cas aujourd'hui. Et sur les risques Internet, effectivement, je crois qu'on a une responsabilité à jouer, c'est d'éviter que les enfants y soient tout le temps, ils passent un temps permanent. C'est d'éviter effectivement qu'ils soient sur des sites dangereux, etc. Et puis alors du côté politique, c'est de pouvoir organiser des filtres, de faire en sorte que l'accès au fond à ce monde Internet soit pas permanent. Mais je dirais que là, on est un tout petit peu dans des cyber-risques qui touchent effectivement l'individu, qui touchent les enfants. Je dirais que sur ces axes-là, si on s'en donne les moyens, on peut agir. On peut agir avec des opérateurs qui sont parfois coopératifs. Je crois que la commission de la jeunesse au niveau fédéral et moi-même avons, c'est la commission de la jeunesse plutôt qui a fait une proposition que j'ai reprise pour qu'il y ait des filtres organisés par les opérateurs de téléphonie mobile. Ce genre d'intervention est possible et elles le sont moins dans les risques dont on parlait tout à l'heure durant les exposés, où là il y a une véritable danger en termes d'espionnage par d'autres États, en termes d'espionnage dans des situations liées à la criminalité. Et je dirais que la Suisse est un pays véritablement prioritaire pour ce type d'opération et on doit avoir des réponses qui sont alors à la mesure des risques qui nous menacent. C'était Géraldine Savary, diplômée S-tablette, mais par ses enfants. Hein. D'accord? Ok. Madame, monsieur, vous intervenez quand vous voulez. Si tout à coup l'un des orateurs devait vous avoir dit quelque chose d'incroyable. Pierre Maudet, en parallèle ou en prolongement de l'intervention de Géraldine Savary. L'éducation des enfants, l'école, est-ce qu'on en fait suffisamment pour, au fond, sensibiliser les premiers citoyens à ce genre de menaces? Pierre Maudet. Alors, je crois que les enfants s'auto-sensibilisent pas mal. Ma dernière fille, mon troisième enfant, à 2 ans, a compris l'élément tactile qui, c'est vrai, ne correspond pas à notre génération à partir de l'âge d'1 an et demi. Et c'est dire, en réalité, là je vais faire écho aux propos du général, si par cette petite anecdote, par les réflexions qu'on peut avoir de façon sectorielle sur l'éducation des enfants, la formation aux technologies de l'information, si on est en train de vivre aujourd'hui une révolution copernicienne, c'est-à-dire qu'elle nous amène à devoir nous regarder et nous repositionner totalement. Le terme utilisé tout à l'heure d'interconnexion est rigoureusement exact, c'est pour moi un élément central. Et la question qui se pose aujourd'hui,
lorsque vous interpellez le monde politique, c'est de savoir si, un, on a compris et on fait une appréhension du problème qui est correcte, et deux, si on a surtout saisi l'ampleur des changements à venir. Et alors, là, malheureusement... Excusez-moi, Pierre Maudet, mais poser la question, c'est y répondre tout de suite. Est-ce que le vais y monde politique répondre. a compris? Non, justement, et précisément, je vais y répondre à la question que je viens de me poser, parce que je pense que c'est là que le politique est interpellé. Vous disiez tout à l'heure, à juste titre, vous ne saviez pas si c'était possible de raser les Alpes, en prenant cette métaphore, mais que vous étiez certain que c'était nécessaire. Moi, j'ai toujours considéré que la politique avait ceci de noble qu'elle devait rendre possible ce qui est nécessaire. Alors, comment le rendre possible? Et ça, c'est l'application de ce que j'ai appris à l'école d'officier. On commence par faire une appréhension du problème et se mettre d'accord sur une série de définitions. Or, je constate que dans le monde politique aujourd'hui, on a encore une énorme peine à dépasser, je crois un des interlocuteurs ce matin qui le disait, l'idée que la cyberguerre, c'est une mode. C'est vrai qu'on en parle, on est obligé d'admettre que les distances s'estompent, que le temps se raccourcit, que l'on est imprégné quand même de ces phénomènes tablettes, iPhone et autres, mais ça va guère au-delà. Et je crois que c'est, et en ça je vous en remercie parce que vous y contribuez puissamment avec ce forum, que c'est aujourd'hui encore un combat à gagner, que celui, le premier évidemment dans l'ordre logique, de la prise de conscience de l'ampleur des risques, de leur interconnexion, de l'affranchissement total des frontières par des réseaux criminels et de la nécessité d'amener une réponse au même niveau. Alors on a vu tout à l'heure, monsieur le procureur général adjoint l'a évoqué, les limitations légales, je le perçois aussi tous les jours. J'ai dû me bagarrer, pour vous donner un cas concret, en début d'année, pour introduire dans la loi cantonale d'application du Code de procédure pénale des mesures d'investigation secrètes permettant à la police de faire son travail et pas de débarquer avec un t-shirt jaune fluo marqué police lorsqu'il s'agit de traquer des pédophiles sur Internet. On en est là aujourd'hui. Cette loi qui est passée au Parlement genevois est contestée devant le tribunal fédéral par les partis de gauche en l'occurrence. On a donc des limitations très concrètes au niveau légal, on a des limitations de moyens également, et je confirme ce que disait monsieur le procureur, j'ai à Genève 8 personnes qui travaillent dans la brigade de criminalité informatique, qui consacrent du temps à dépioter des téléphones portables, mais qui devraient bien davantage pouvoir s'activer sur les réseaux. Problème concret, pour rester très concret, la capacité pour un État, l'État de Genève, de débaucher à des salaires qui malheureusement défient souvent toute concurrence des gens qui vont accepter de venir travailler pour le service public. Donc c'est ça, entre l'idéal et le très concret, les paradoxes que l'on doit gérer au niveau politique. Une déclaration quand même de réplique, les partis de gauche ne vont pas dans le sens où ils devraient aller. Géraldine Savary. Alors, et puis Solange Guernauty, vous avez hoché du chef là tout à l'heure, vous ne sembliez pas être d'accord avec le sens que la petite fille de Pierre Maudet a compris déjà le sens tactile de l'appareil. Alors, mais vous allez nous répondre tout de suite. Géraldine Savary, une phrase. Oui. Alors, c'est vrai que les débats au sein de la gauche sur ces questions sont assez compliqués. Aussi, à l'image, au fond, des discussions de ce matin, on a dit l'état de droit, ma foi, c'est un peu ennuyeux, mais c'est un peu lent, des fois. Mais enfin, on vit quand même dans un état de droit, on vit dans une démocratie. Et puis, ce qui est compliqué, je trouve, c'est ressorti aussi des débats, c'est qu'à la fois, comme individu, on est véritablement menacé dans nos personnalités, notre vie intime, on est menacé par les cyber-risques. Puis à la fois, on est aussi menacé dans le sens où si on ne prend pas les mesures, on est menacé, mais si on prend trop de mesures, on est menacé aussi, si vous voulez. Et au fond, la cyberattaque d'un État comme par exemple les États-Unis, c'est une menace importante sur nos entreprises, sans doute aussi sur le pays, mais sur les individus, mais une absence de réaction de l'État, en particulier dans l'investigation secrète, c'est aussi une menace pour les individus et la protection de l'intimité. Donc cet équilibre, si vous voulez, il est pas facile. Alors moi, je plaide, vous le savez parce que je l'ai déjà dit publiquement, je peux le redire 10 000 fois, je plaide pour une intervention de la justice et de la police qui soit efficace, entre autres que la police et la justice aient les moyens d'investigation suffisants, quitte effectivement à installer des chevaux de Troie, quitte à autoriser les écoutes téléphoniques si c'est possible, etc. Okay. Mais il faut quand même se rendre compte, et l'exemple américain est frappant, que la force de l'État, quand il est organisé et qu'il est intrusif, a aussi des effets réels et dangereux sur la protection de l'individu. Et c'est cette mesure qu'on doit trouver. Message reçu 5 sur 5. Solange Guernauty, et puis après Yannick Nuet et
Butet, pardon. Juste pour rebondir sur ces problèmes générationnels et transgénérationnels, effectivement, on a beaucoup à apprendre des enfants qui ont une certaine habilité, y compris tactile, à découvrir des choses. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus oublier qu'on est là aussi pour leur apporter du bon sens paysan. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas justement à communiquer ce bon sens parce qu'on ne connaît pas trop ces technologies et que les parents sont fortement démunis. Et moi, je crois que le plus grand problème que vous avez évoqué, madame, c'est effectivement la dépendance et le temps passé. Et ça complique quand même le métier de parent, sans qu'on en ait pourtant les outils. Et on ne sait pas bien faire. À l'école, on ne sait pas bien faire, je suis désolée. On ne s'est pas éduqué à l'informatique. On s'est éduqué au presse-bouton à utiliser des logiciels, mais pas justement aux changements structurels qu'ils impliquent. Et les parents sont fortement démunis pour ça. Yannick Butet, Pierre Maudin, Yannick Butet. Tout à fait en lien avec ça. Bon, je comprends que Géraldine Savary ait un peu de difficulté à expliquer la vision de la gauche sur la cybersécurité, parce que sans faire de politique, si on tire le parallèle avec la votation du 22 septembre, optimiser l'armée, c'est la supprimer. C'est vrai que c'est assez difficile à répondre à ce genre de questions. Simplement, elle parlait aussi d'un filtre. Elle parlait d'un filtre que l'État pourrait mettre. Personnellement, je crois beaucoup plus à l'éducation. On revient un petit peu au départ, que les parents et l'école peuvent apporter. Et de mettre des filtres, c'est bien, mais ça ne protégera en aucun cas les enfants contre tous les dangers. Et puis par rapport à Pierre Maudet, je dois dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Je trouve un peu facile de dire, oui, alors finalement, les gens qui font les lois pensent que c'est toujours une mode, la cyberdéfense et les cyberattaques. Non, moi je ne crois pas. Je crois que beaucoup de gens ont pris conscience de leur responsabilité et du danger. Simplement, il y a une grande incompréhension. Et on rejoint ce qu'on disait aussi au départ, quand on ne connaît pas les choses, quand on ne sait pas comment les maîtriser, mais finalement, ce terme, on en parle beaucoup, on sait qu'on a un risque du côté du cyberespace, mais on ne sait pas comment y répondre. Et on parle beaucoup de cyberdéfense, et ça reste malheureusement jusqu'à maintenant une coquille vide. Pierre Maudin. Oui, je rejoins Yannick Butet sur cette analyse, et pour moi, il y a deux tabous qu'il faut aujourd'hui lever, et là, je pense que les parlementaires fédéraux peuvent jouer un rôle évident. Le premier tabou, c'est, et Géraldine Savary le disait tout à l'heure, c'est peut-être quand même se poser la question du déplacement du curseur entre l'État protecteur des droits, l'État garant des libertés fondamentales, et c'est fondamental, mais aussi l'État qui doit veiller à la protection des infrastructures vitales, à l'idée que la collectivité peut être menacée. Je suis frappé de voir qu'on n'arrive toujours pas au niveau fédéral à modifier la loi sur les mesures de sécurité intérieure permettant, ce qui semble quand même assez évident, au service de renseignement de la Confédération, et je ne porte pas d'avis sur son fonctionnement actuel, je dirais dans l'idéal que ce service puisse par exemple procéder à des écoutes, ce qui n'est toujours pas possible. C'est quand même hallucinant au niveau fédéral. L'autre élément sur lequel je veux venir, et ça fait écho aux propos de M. Kudelski tout à l'heure, c'est un peu un tabou aussi, et là il faudrait que le débat s'installe, c'est la limite entre public et privé. Toute cette question d'interconnexion, de l'intrusion des technologies de l'information dans la vie courante rend beaucoup plus floue cette limite. L'État régalien qui pose ses règles, etc., c'est très relativisé parce que, M. Kudelski l'a dit, on a aussi aujourd'hui besoin des entreprises privées, de leur développement, on est tributaire de leur capacité d'avancer sur les nouvelles technologies. Alors comment est-ce qu'aujourd'hui des États qui se veulent régaliens, souverains, qui ont de la difficulté à placer à la bonne échelle, vous l'avez dit mon général, les enjeux, arrivent aujourd'hui à travailler, et j'emploie le terme à dessein, en bonne intelligence avec le secteur privé, sans céder la facilité consistante à laisser en des mains uniquement privées. On va demander à un représentant du secteur privé d'apporter sa réponse, André Kudelski, et puis avant, brièvement, Géraldine Savary. Pour la contre-attaque. Voilà, puisque M. Butet souhaite faire de la politique politicienne sur ce débat, M. Butet-Maudet, tant mieux. On va pouvoir alors faire le bilan quand même en termes de de lutte contre les cyber-risques du département militaire tenu quand même par une personnalité de droite et rappeler que toutes les interventions en faveur d'une action ambitieuse et réelle de la Suisse contre la cybercriminalité viennent de parlementaires socialistes et écologistes, que le rapport sur la cybercriminalité du département fédéral des finances, eh bien, à mon avis, est insuffisamment doté en moyens financiers, insuffisamment doté en personnel, insuffisamment doté en capacité d'intervention et de coordination entre les cantons et la Confédération, et que si c'est comme ça, c'est aussi parce que les priorités de l'armée se situent, par exemple, sur d'autres investissements, tels que des achats d'avions militaires. Vous connaissez ma position sur le sujet, alors elle est claire, et je pense que la Suisse, comme plaque tournante en termes d'espionnage industriel et autour de des cyberattaques, eh bien, devrait avoir des moyens suffisants. Et ce n'est pas la gauche qui s'y refuse, là, c'est en particulier les partis de droite. Merci Géraldine Savary.
on ne va pas faire le débat de savoir ici et maintenant. Oui, mais bien compris. M'accusent non, ils ne vous accusent pas. De juger insuffisamment les risques pour le pays. Je tiens à rappeler que ces risques ont été évalués de façon sérieuse par. On ne va pas demander ce matin si le Gripen est cyberespace compatible ou pas. André Koudelski, le privé a été sollicité. Alors, que répondez-vous? D'abord, je vais juste venir un tout petit pas en arrière pour bien sensibiliser que le vol ou les infractions dans le cyberespace, ce n'est pas la même chose que dans la vraie vie. Je prends un exemple. Si on vous a volé votre voiture, vous sortez dehors, elle n'est plus là. Si on vous a volé des données, elles sont toujours là. Et je crois qu'il y a un élément fondamental, surtout lorsqu'on pense aux jeunes générations, c'est de sensibiliser les gens à la valeur de l'information, à la valeur des informations personnelles, et avant de divulguer, avant de s'exposer, de prendre conscience de la valeur de ce que l'on représente et des données que l'on a. Maintenant, ce qui nous a manqué quelque part, c'est un certain Hiroshima en matière de cybersécurité. Il y a aujourd'hui un certain nombre d'éléments qui montrent les activités de certains États, et là, ça commence à réveiller un tout petit peu les choses. Mais maintenant, quelle réponse? Et là, le partenariat entre le public et le privé est particulièrement important pour un pays de la dimension de la Suisse, voire de la plupart des pays européens, dans le sens qu'il faut une masse critique. Et il n'y a que très peu de pays au monde qui ont cette masse critique. Il y a les États-Unis, il y a la Chine, mais même les différents pays européens n'ont pas à eux seuls la masse critique. Et là, la collaboration entre le public et le privé permet au public de bénéficier de la masse critique que peuvent avoir certaines entreprises en le fait qu'elles travaillent à l'échelle globale. Maintenant, cet élément est également important dans le sens qu'il s'agit de technologies qui bougent très très rapidement et il n'est pas possible à un moment donné à un État de réinventer toute la roue. Donc il est important de s'appuyer sur ce qu'il existe. Mais de l'autre côté, il faut bien mettre des garde-fous parce qu'effectivement, si tout est fait sous la couverture, caché et sans base légale, eh bien, on en arrive à de gros problèmes, notamment pour les libertés individuelles. Et pour finir avec la question de la caisse à outils, j'ai l'impression qu'en Suisse, on a plutôt la réserve de cure-dents actuellement en matière juridique. La réserve de cure-dents, très bien, très joli. Mon général, écoutez, et après le colonel Sevilla. Je trouve que le débat est intéressant parce qu'on montre quelle est la place de l'État dans le dispositif de gouvernance. C'est intéressant parce que, à l'origine, Internet, mais Internet n'est pas tout le cyberespace, a été créé pour des problèmes régaliens. Comment assurer la défense des transmissions américaines en cas de frappe nucléaire soviétique? Et puis progressivement, Internet s'est développé, s'est civilianisé, et la gouvernance d'Internet a été abandonnée à des organismes civils. L'ICANN, qui distribue les adresses IP et les noms de domaine, est une association de loi californienne. Aujourd'hui, l'État revient. Pourquoi? Parce que les prédateurs ont compris que quand un espace s'ouvre, eh bien, leur place est là. Qu'est-ce qu'on constate? Prenons la cybercriminalité. Je vais prendre un exemple qui va vous montrer l'évolution de la criminalité. La société économique. Autrefois, c'était une société primaire avec essentiellement un secteur agricole. On tuait, on violait, on prenait en esclavage, on frappait, on portait atteinte à la personne. Caïn a tué Abel. Ensuite, il y a eu une production de produits manufacturés, secteur secondaire. Et là, les prédateurs ont dit, c'est plus dangereux, c'est plus risqué de tuer que de voler. Donc ils se sont mis à voler, à détruire, à receler. On a créé le secteur tertiaire des services. Et là, les prédateurs intelligents se sont dit, ça c'est génial, c'est beaucoup plus difficile pour un juge, pour un gendarme, pour un policier de mettre en évidence une escroquerie et le risque pénal est plus faible. J'arbitre. Je vais donc créer de la délinquance intelligente en col blanc. Et là, nous sommes aujourd'hui dans le secteur quaternaire, c'est-à-dire l'époque où tout devient numérique. Et là, jamais l'agresseur n'était aussi près de sa victime. Il est dans votre smartphone, il est dans la chambre de vos enfants, mais jamais il n'a été aussi loin de son juge. Or, par rapport à ces problèmes où la victime est souvent loin du lieu de la commission matérielle de l'infraction, comment voulez-vous
Alors qu'aujourd'hui, les prédateurs ont compris qu'il fallait aller dans le cyberespace pour gagner de l'argent, gagner du pouvoir, gagner de l'influence, ainsi de suite. Comment voulez-vous que l'État régalien puisse jouer encore son rôle de protecteur, son rôle de gardien des libertés, dont la première liberté, c'est la gardien de ma sphère d'autonomie, de ma sphère privée, si l'État, en général, n'est pas organisé? En France, nous disons toujours, c'est chouette, on a 1000 gendarmes dans la communauté cyber. 1000? Mais c'est ridicule. C'est 20 000, 30 000. C'est tous les gendarmes devraient être comité cybercriminalité. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument que cette problématique soit prise en compte par tout le monde. Quand je monte mon forum sur la cybersécurité, je ne vous parlerai pas du pays en question. Quand je monte le forum sur la cybersécurité, je fais appel à des magistrats de mon pays, que je ne citerai pas, parce qu'il ne faut pas avoir de problèmes diplomatiques. Vous savez combien je peux appeler de magistrats, et là je parle sous le contrôle de Solange qui le sait très bien, en France, pour venir sur une estrade parler sérieusement de cybercriminalité, 2 magistrats. 2. La cybercriminalité n'est pas enseignée dans l'école des magistrats. Elle n'est même pas enseignée dans les formations complémentaires, ou du moins d'une manière extrêmement limitée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est grand temps que l'État reprenne sa place, mais qu'il comprenne que sa place, il la partagera avec le secteur privé, car il n'a pas les moyens d'avoir la connaissance des phénomènes, comme une société comme celle qui nous a été présentée ce matin est en mesure de le faire. Merci. Colonel Sevilla. Oui, moi je voudrais revenir aussi sur le débat tout à l'heure qui a lieu sur les problèmes des jeunes générations et le risque lié qui pèse sur ces jeunes générations par rapport à ce cyberespace. Et je dirais là c'est pareil, en bonne analyse, en bon tacticien, c'est où est le problème aujourd'hui. Et là je mettrais quasiment tous les politiques d'accord. Je crois que s'il y avait vraiment une solution actuellement, je pense qu'on l'aurait déjà trouvée, quelles que soient les tendances politiques. Je crois que dans l'échelle du temps, ces 30 dernières années, dans ces nouvelles technologies, le temps s'est accéléré. Aujourd'hui, c'est un réel problème de société. Pourquoi? Parce que moi, j'en fais partie, on en fait tous partie, je pense, de cette estrade. On vient du temps de la préhistoire. Et aujourd'hui, madame, vous le soulignez tout à l'heure, votre fille, sur cette tablette numérique, elle n'en sait plus que vous. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une espèce de rupture. On voit dans l'évolution de la société, il y a toujours eu dans les anciennes générations qui ont apporté leur savoir, qui ont apporté de l'éducation. Dans le monde réel, ça se fait encore. Mais aujourd'hui, dans les familles, est-ce qu'il y a encore cette transmission de savoir? Est-ce qu'il y a ce cadrage dans le cadrage des jeunes générations sur ce nouvel espace, sur ce qui peut être fait, ce qui peut pas être fait? Non. Non, nous sommes alors je dirais, quelques gens ici sont avertis des problèmes, mais c'est un phénomène de société. Aujourd'hui, il y a une rupture, et je pense que cette rupture peut durer encore, je dirais, quelques dizaines d'années. On a souvent évoqué le mode policier dans les dernières minutes. J'aimerais y revenir parce que vous êtes, madame, monsieur, aussi concernés par cette problématique, notamment de la formation des agents sécuritaires. Mais auparavant, colonel Vernet, on n'a pas déstabilisé le département de la Défense. Il est indéstabilisable. Mais on a quand même pointé du doigt quelques lacunes du côté militaire. Vous pouvez répliquer à cette réflexion de tout à l'heure? Je crois que le département de la Défense fait son travail et il le fait aussi bien qu'on le laisse faire depuis un certain nombre d'années. Simplement, il n'est pas différent des autres départements. Il est dépendant aussi d'un certain nombre de décisions qui ne viennent pas non plus. Voilà. Moi, j'aimerais quand même juste rebondir sur la discussion qu'il y a eu jusqu'à maintenant pour remettre du poids sur ce que je disais tout à l'heure en introduction, cette nécessité d'avoir un continuum sécurité et défense. L'armée ne pourra pas faire son travail si elle reçoit des gens qui viennent faire leur service, qui n'en ont jamais entendu parler, qui arrivent avec des lacunes du plus bas niveau possible. Donc nous avons intérêt à travailler ensemble depuis l'école. L'armée est intéressée à ce qu'elle reçoive des gens qui aient vraiment les bases. Alors après, nous continuons, c'est vrai, mais nous avons ici vraiment un intérêt que l'ensemble de la société règle le problème. Ce n'est pas qu'un problème militaire. Ensuite, j'avais utilisé tout à l'heure aussi le terme d'écosystème. Je crois que
par rapport aussi à l'économie privée, toute la discussion qui a lieu maintenant met en évidence cette nécessité de cet écosystème, de ce partenariat permanent. Et puis tout à l'heure, on parlait de la problématique des ressources. On a effectivement, je disais tout à l'heure à l'issue de la première partie à quelqu'un, il m'a fallu 6 mois et demi pour trouver 2 personnes. On a effectivement un très gros problème de concurrence du personnel. Et pour moi, il est essentiel de savoir où sont les compétences, comment est-ce que je peux les engager, plutôt que d'imaginer de construire un château de cartes dans l'une ou l'autre institution en me disant « ça y est, ils sont chez moi ». André Koudelski, un mot là-dessus? Je crois qu'il y a un élément clé, c'est que nous aurons besoin de former un grand nombre de spécialistes en matière de cybersécurité ces prochaines années. Et je pense que là, une fois de plus, il y a peut-être une opportunité de faire quelque chose entre le secteur public et privé pour avoir plus de spécialistes. Aujourd'hui, les opportunités sont là, mais il faut une formation. Alors plutôt que de se piquer les spécialistes, il vaut mieux en former de nouveaux. C'était un prêche pour les 3 P, partenariat public-privé. Je caricature, j'ai perdu mon parapluie, je vais au poste de police, je dis aux gendarmes, j'ai perdu mon parapluie, ou on m'a volé mon parapluie. Il est capable de me faire une déclaration, il est capable d'enregistrer cette déclaration. Je vais le lendemain chez le même policier ou chez le même gendarme ou au même guichet, pas virtuel mais réel, je dis on m'a volé mon smartphone. Est-ce que le policier d'aujourd'hui est prêt? Est-ce qu'il est compétent? Est-ce qu'il est formé? Est-ce qu'il y a des lacunes? Est-ce qu'il y a des pistes? Alors je fais un rapide tour de table, puis il n'y en a qu'un qui est patron des policiers ici, c'est vous, Pierre Maudet. Alors, le policier, il vit un paradoxe fou. Le policier genevois que je connais bien, il est équipé sur son iPhone d'une application ePol Mobile, sécurisée, protégée, etc., qui lui permet de considérablement faciliter son travail au jour le jour, de savoir en temps réel où sont ses collègues, de connecter à d'autres patrouilles. Donc il vit l'interconnexion. Mais en même temps, le policier, il est comme nous tous autour de cette table qui parlions d'une difficulté en termes générationnels d'appréhender le problème. Il est aussi confronté à la difficulté de rentrer complètement dans ce que ça veut dire. Et il est aujourd'hui, pour prendre votre exemple parfaitement parlant, je dirais parasité à longueur de journée par des tâches administratives supplémentaires générées par le nouveau code de procédure pénale, par des demandes XY de plaintes pour travailler pour les assureurs. Aujourd'hui, un policier devant un guichet de poste de police de proximité, il faut savoir quand même à peu près la moitié du temps, il travaille pour les assureurs. Et on voit simplement que l'État ne s'est pas adapté à la prise en compte réelle de l'évolution de la menace. Donc il vit ce paradoxe, le policier. Il ne le vit pas très bien parce que, et ça je le reconnais volontiers, dans le cadre de sa formation de base, souvent il n'a rien entendu là-dessus. Dans le cadre de sa formation continue, et là on a des enjeux énormes devant nous, il doit en entendre bien davantage. Et puis il se sent finalement aussi démuni que le juge ou le procureur qui, dans la droite ligne derrière, va lui dire « mais finalement, qu'est-ce que tu m'amènes de matériel? Qu'est-ce que le parapluie, il est tangible. Ce qui consiste dans le vol de données, c'est intangible. C'est difficile, c'est pas intéressant du point de vue statistique. Politiquement, ça rapporte pas grand-chose. D'où la nécessité, et là je rejoins totalement ce qui vient d'être dit en termes de ressources, d'investir massivement dans ce domaine-là. L'année prochaine, j'ai mis au budget, j'ai convaincu mes collègues de cela, 25% d'effectifs supplémentaires. Alors, on dira, on passe de 8 à 10, c'est encore pas grand-chose, mais en termes financiers, ça représente quelque chose, parce que je le répète ici, l'enjeu pour les pouvoirs publics d'arriver à décrocher dans une classe de salaire relativement élevée, des anciens hackers, dont des fois on se demande s'ils sont vraiment anciens, s'ils ne le sont pas toujours un petit peu, capables de percer également par jeu les vrais réseaux criminels qui se mettent sur pied, bah, c'est aussi une gageure pour l'État. Ça ne rentre pas dans les grilles salariales ordinaires. Jean Trécani. Il faut voir bien voir quel est le quotidien du policier suisse. C'est un quotidien constitué de cyber-escroqueries pour l'essentiel. Donc on a une quantité incroyable d'escroqueries commises par Internet, qui doivent représenter des sommes colossales. Je ne crois pas qu'on ait fait les calculs, mais je ne pense pas que ce soit insignifiant. Donc le policier, il sait enregistrer la plainte, il est capable d'expliquer ce que son plaignant lui raconte très facilement sur le papier. Ensuite, pour résoudre le cas, il va devoir envoyer cette plainte à un service spécialisé qui, lui, est seul à même de comprendre ce qui s'est passé techniquement. Ce service, il est chargé. J'ai pris un exemple en venant ici, au hasard de mes affaires. Il lui faut 2 mois à ce service pour dire... Je ne peux rien vous dire de spécial sur le plan technique. J'ai tout essayé, j'y arrive pas. Il a perdu 2 mois parce qu'il a dû s'occuper de quantité d'autres choses dans l'intervalle qui étaient pressantes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, fouiller des ordinateurs. On a déjà perdu 2 mois. Quand on sait que la durée de vie de l'identification d'un numéro IP, c'est 6 mois en Suisse, donc rien du tout,
ou une année en général à l'étranger, c'est pas grand-chose. S'il faut ensuite aller demander aux USA, quand on aura progressé un peu dans cette recherche, quel est le numéro IP qui a servi à l'attaque, eh bien, on reviendra avec une information qui sera plus utile et on pourra abandonner beaucoup de ces affaires, se terminent dans les oubliettes, représentent beaucoup d'argent. Un des derniers cas qu'on a eu en matière d'escroquerie Love Chat, c'était 300 000 francs quand même. Et des milliers de francs, c'est fréquent, c'est banal. Personnellement, je pense qu'au niveau intercantonal suisse, on devrait avoir une entité qui regroupe plusieurs cantons, de laquelle on puisse financer des spécialistes, des vrais, dans tous les domaines et qui fassent que ça. Et puis qu'on ait à côté de ça des policiers informaticiens qui vident les disques durs et les mobiles. Et si on veut y arriver, on doit unir nos ressources. Sinon, chacun va vouloir engager un spécialiste du langage C, payer très cher, le perdre au bout de 2 ans parce qu'il ira travailler dans le privé. Il faut vraiment un centre commun où on puisse payer plus grassement ces gens-là et les garder chez soi et avoir une grande diversité de connaissances. Alors, votre intervention appelle beaucoup de réponses, à commencer par le privé qui pique les gens au public ou l'inverse. Pierre Maudet voulait rajouter une petite précision en général, et puis après André Koudelski. Pierre Maudet. Un élément supplémentaire pour répondre à votre question de tout à l'heure, qui était de savoir comment le policier perçoit cette évolution. J'observe dans des domaines qui parfois n'ont rien à voir avec la criminalité informatique que l'évolution rapide des technologies et l'impression pour le policier, mais pour le politique ou pour le juge également, qu'on a toujours une guerre de retard, est extraordinairement démotivante et décrédibilisante. Un exemple, on se bat, je l'ai dit à Lucerne mardi, au niveau des cantons, pour obtenir un soutien un peu plus fort de la Confédération et faciliter les écoutes téléphoniques qui représentent des sommes assez faramineuses aujourd'hui. Pendant qu'on se bat pour pouvoir simplement obtenir des relevés ou des écoutes sur des téléphones ordinaires, on observe le développement de l'utilisation de Skype par les réseaux criminels et l'on sait que peut-être d'ici quelques mois ou années, quand on aura obtenu de la Confédération ce que l'on souhaite, la technologie sera dépassée et les criminels, dans le cas des stupes, c'est flagrant, utiliseront bien davantage d'autres technologies. Donc ça, c'est un paramètre qu'il faut citer ici parce que pour les forces de l'ordre aujourd'hui qui ont besoin d'être motivées, de voir des résultats, c'est assez décrédibilisant. En général ? Alors moi je crois que les technologies numériques bouleversent et vont bouleverser dans des proportions encore inconnues le travail quotidien du policier et du gendarme. Pourquoi ? Parce que d'abord, ces technologies numériques vont changer un certain nombre de phénomènes d'insécurité que nous connaissons encore aujourd'hui. Je vous prends un exemple. Voiture intelligente, elle sera plus intelligente que son conducteur. Je voulais bien noter que j'ai dit son conducteur masculin. Elle sera plus intelligente que son conducteur. Ça veut dire que demain, nous n'aurons plus de morts sur les routes, à part les piétons, mais encore, ils seront peut-être protégés parce qu'ils seront eux-mêmes dans une bulle informationnelle, ou les cyclistes. Comment pourra-t-on, demain, encore maintenir une politique de sécurité routière qui n'aura aucun sens? Donc, il va falloir réorganiser, réorienter tous ceux qui travaillent aujourd'hui sur la sécurité routière. Prenez par exemple la domotique, c'est-à-dire la sécurité des domiciles, des maisons, même des entreprises. Demain, les cambriolages n'auront pas la même nature. Donc, ça va changer les choses. Deuxième chose qui va changer, c'est que les technologies vont être au service du policier et du gendarme. Et là, il va être dans sa bulle informationnelle. Il va en permanence être en connexion avec l'extérieur, avec les objets. L'Internet des objets le permettra, avec les bâtiments, avec les personnes. Et c'est là où, à mon avis, il va se poser une grande question. On revient toujours à la question de l'homme. Que sert à l'homme de gagner le cyberespace s'il vient à perdre son âme? Quelle est la grande question? Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous, policiers et gendarmes, qu'est-ce que nous voulons faire? Quel produit? Qu'est-ce que les industriels nous permettraient de faire? Et enfin, quelle est la légitimité de ce que nous voulons ou nous pouvons faire? Et c'est là la grande question, car si on veut créer l'ordre public sur le cyberespace, qui manque encore aujourd'hui, il faut assurer un équilibre entre la liberté et la sécurité. Et jamais, jamais être trop sécuritaire ou trop libertaire. Et tout le travail, il est là. Et c'est une grande question pour le policier et le gendarme, comme pour le magistrat. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous voulons faire? Et qu'est-ce que nous avons la légitimité? Nous prenons en tout cas note que vous n'êtes pas pour l'interdiction faite aux femmes de conduire une voiture. C'est juste. Oui.
Solange Garnaouty. Je ne vais pas rebondir sur ce dernier point, mais et pourtant il y aurait beaucoup de choses à dire. Non, en fait, ce qui m'interpelle aussi beaucoup par rapport à ce que vous disiez sur le métier du policier et les forces de police, effectivement, ça change beaucoup, y compris pour le citoyen qui ne va même pas oser aller au poste de police pour dénoncer, parce qu'on sait très bien que ça ne servira à rien. Alors je crois que cet effort, il faut le faire, comme on l'a déjà précédemment dit, collectivement, et aussi former la population et leur donner confiance dans les faits que la police peut faire quelque chose pour elle. Parce que pour le parapluie, je crois que je crains que ça ne sert à rien. Le vélo non plus. Pour quelques milliers de francs encore moins. Et des données personnelles, n'en parlons pas, ou des comptes mails pris en otage. Donc là, je crois que c'est vraiment au niveau de la société et de la collectivité qu'il faut faire comprendre que d'abord, effectivement, on a des valeurs à protéger, donc de ne pas se mettre en situation déjà dangereuse, de peut-être refuser certains usages ou certaines facilités pour se protéger un peu plus, parce que là aussi, le débat de société, on ne l'a pas eu. Sur les réseaux sociaux, on voit bien que ça offre certains avantages, mais c'est un territoire bien occupé par les prédateurs. Il y a tout cet accompagnement de la société, du faire du plus jeune au plus âgé, et qu'il faut qu'on fasse, et ça, on ne sait pas le faire. Et je pense que les sociétés comme les fédérations romandes des consommateurs, par exemple, ont aussi un rôle à jouer dans cette transmission de cette connaissance. Colonel Sevilla. Oui, pour compléter, d'ailleurs, je rebondis sur ce que vient de dire Mme la professeure Garnaouty. Moi, je peux parler de la gendarmerie française, de cette évolution, effectivement, et de ce que dit aussi le général, du métier de gendarme depuis quelques années. Il est vrai qu'on a pris en compte, je dirais, cette problématique du cyberespace, ce problème de cette cybercriminalité. On a formé des gens très compétents au niveau national. Ensuite, et il y en a beaucoup dans la salle aujourd'hui, des spécialistes en nouvelles technologies qu'on va mettre jusqu'au niveau du département. On a vu que finalement, devant la multiplicité de ces infractions, il fallait encore descendre d'un niveau. Donc maintenant, on forme au niveau régional des correspondants en nouvelles technologies. Et je crois que demain, et ça c'est un projet qui tient à cœur au général Watin-Houard, puisqu'il l'a lancé il y a quelques mois, quelques années, il faut vraiment, et ça je crois qu'on est au milieu du gué, de notre côté, c'est ce que disait Solange Garnaouty, le problème des gens aujourd'hui quand ils vont dans la brigade territoriale, la petite brigade rurale, parce que les problèmes, ils sont là aussi. Même dans le cyberespace, quand on veut rendre compte ou, je dirais, déposer plainte, on va à la brigade, on va au poste dans un commissariat ou un petit poste de police de proximité. Il faut qu'il y ait une compréhension de ces nouvelles infractions numériques pour qu'au moins elles soient bien traitées, elles puissent être traitées. Et j'ai des cas concrets, notamment sur des infractions où, sur Wikipédia, quelqu'un va mettre des insanités par rapport à une famille. Finalement, les gens, je dirais, le gendarme m'a contacté, et ça a été traité au niveau de la brigade. Et voilà, c'est un peu l'objectif qui est donné, je crois, pour la gendarmerie, un objectif de demain, qui va peut-être commencer dans les mois qui viennent, c'est faire une formation académique, comme on le fait en gendarmerie, puisque les techniciens de la technologie ont une formation universitaire, un diplôme de master. On va faire une formation économique, pourquoi pas un diplôme universitaire, comme disait le général, pour qu'il y ait vraiment jusqu'au niveau du terrain et au plus proche des concitoyens une compréhension des infractions numériques. Et là, on aura fait déjà un grand pas. Le forum, Madame, Monsieur, est aussi votre forum, c'est-à-dire pour vous l'occasion de poser une question, d'interpeller l'un ou l'une de nos pertinentes personnalités qui sont ici autour de la table. Mais auparavant, André Koudelski, vous avez cité dans votre exposé, pour revenir à ce PPP, pendant que vous affûtez vos questions, vous êtes venu avec cet exemple de collaboration avec le FBI, notamment aux États-Unis. Vous êtes prêt à offrir la même collaboration aux polices suisses? Alors, je vais peut-être juste faire tout d'abord un pas en arrière, qu'on n'a pas de tradition dans notre société de faire du braconnage. Je m'explique. On a l'habitude d'engager un nombre important de personnes qui sortent d'école, notamment des écoles d'ingénieurs et les PFL, et on les forme. En plus de ça, on doit raisonner non pas dans le monde du 19e siècle ou du 20e siècle, mais du 21e, où une force de police ou des éléments étatiques ont une souveraineté sur un territoire relativement limité, surtout quand il s'agit d'un pays comme la Suisse. On a la chance, en tant que société globale, de pouvoir d'être sur la scène internationale. Et si quelqu'un, à un moment donné, quitte, je dirais, l'État, on peut se poser la question, est-ce que c'est une question de rémunération ou est-ce que ce n'est pas aussi une question de pouvoir se rafraîchir les idées et être exposé à des nouvelles idées. Maintenant, concernant la collaboration avec notamment des forces de police, je dois dire que nous sommes extrêmement demandeurs, autant avec le FBI, avec les forces de police locales aux États-Unis, que cela soit la police montée canadienne, que cela soit des polices au Brésil ou ailleurs, on a l'habitude de collaborer de façon extrêmement active. Il faut savoir que, par exemple, lors de raids du FBI qui concernent certains de nos clients, des gens de chez nous sont, avec les gilets pare-balles, sur le terrain.
Donc je veux dire par là, ce n'est pas une collaboration juste théorique, il s'agit vraiment d'un élément de symbiose. Je dirais, le FBI nous amène une crédibilité, nous pouvons amener des éléments de technologie qui permettent aux gens du FBI, dans des domaines bien précis, de se perfectionner. Et là, on est dans un monde où chacun, tout seul, ne peut pas faire suffisamment lui-même les choses, et la collaboration active est un élément absolument indispensable. Vous êtes demandeur, et puis vous offrez ces services aux polices suisses. Nous l'avons bien compris, c'est elles qui vont venir maintenant vous demander, même si peut-être on pourrait douter qu'elles le fassent avec spontanéité, ayant peur d'une certaine... d'un certain vase communicant, Pierre Maudet? Non, alors pour moi, il n'y a aucun tabou, aucune appréhension. D'ailleurs, avant même ce forum, rendez-vous avait été pris avec M. Kudelski pour un échange. Mon souci, je le précise ici, pendant la frontière publique-privée, c'est de voir, parce que là, c'est les polices qui sont demandeuses, davantage de sociétés non pas actives dans les systèmes d'information, mais de sociétés en général, prenons l'exemple des banques, déposer plainte ou à tout le moins signaler des phénomènes d'intrusion totalement intempestives par les systèmes d'information, parce que trop fréquemment encore, il n'y a pas de plainte déposée, il n'y a pas d'annonce, et on découvre après coup. Et là, l'intérêt de l'image pour l'État national, péjoré par une activité, prenons le cas des CD-ROM volés dans certains établissements bancaires, l'image de l'État est péjorée par une mauvaise prise en compte de la sécurité privée d'institutions privées. C'est là que la frontière publique-privée est aussi problématique, et moi j'appelle de mes voeux alors vraiment une activation de la collaboration entre les deux secteurs. Madame, Monsieur, nous avons... oui, Géraldine. Savary, pardon. Et nous avons des microphones qui vont se promener. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait interpeller ou poser une question? Et pendant que le microphone se déplace sur le côté droit, Géraldine Savary. Oui, merci de me donner cette dernière petite prise de parole pour revenir quand même aux questions aussi qui ont été posées au début, et en particulier la manière dont la Suisse et les autorités politiques, ça a été souvent, on a été interpellés, eh bien intervenons dans ce débat et prenons les mesures nécessaires. Et ce qui m'a frappé aussi dans les présentations de ce matin quand même, c'est à quel point, alors dans certaines entreprises privées comme celle de M. Kudelski, au fond, le monde de l'économie, c'est extrêmement... a l'air en tout cas relativement préparé à répondre avec des instruments technologiques performants, avec un personnel, je vous avais dit quoi, 80 personnes? Ça c'est juste dans cette partie, mais 1000 spécialistes dans le domaine. Voilà, 1000 spécialistes dans ce domaine, alors que nous, au niveau fédéral, cantonal, communal, on se débat actuellement sur la manière de se coordonner. Je rappelle que dans les objectifs stratégiques pour lutter contre les cyberrisques, on a 5 départements concernés, le ministère public de la Confédération, 26 cantons, des organes de coordination à n'en plus finir. On a un rapport sur les installations, la protection des installations critiques, c'est pareil, même structure à différents niveaux avec des cellules de coordination qui se coordonnent parmi. Et du coup, le personnel qu'on engage, parfois, on a l'impression qu'ils passent leur temps justement à organiser cette coordination. Et au fond, l'efficacité des moyens, même si on engage des moyens, et c'est souvent pas le cas, mais si on en engage un tout petit peu, passe à coordonner plutôt qu'à activer véritablement une politique de sécurité. Et de ce point de vue-là, je pense que la proposition de monsieur tout à l'heure, ou je ne sais plus qui l'a évoqué, de s'organiser en structure plus souple, pourquoi pas un pool roman autour de, pourquoi pas de l'école de formation de policiers romande, c'est un autre sujet, mais en tout cas d'avoir ce type d'interrogation pour au fond dépasser le fédéralisme qui est magnifique en Suisse, mais qui parfois est trop lent par rapport aux menaces qui pèsent sur notre pays. Merci. Monsieur, votre question? Oui, mesdames et messieurs, d'abord merci pour ces excellents propos qui ont été tenus ce matin. À l'écoute des experts qui se sont exprimés ce matin, je suis rassuré de savoir que nos infrastructures, aussi bien stratégiques qu'informatiques et de communication, sont bien protégées. D'une part, contre la menace extérieure, les menaces d'espionnage technologique. Maintenant, ce qui me préoccupe davantage, quelle est votre position, quelle est la stratégie que vous recommandez par rapport à l'espionnage, aux menaces internes, je dirais, à l'espionnage humain? Nous avons quelques cas aujourd'hui qui développent l'actualité, notamment
avec le vol des données sensibles des services de renseignement de la Confédération, des États voisins et amis qui cautionnent et qui commanditent des vols de données sensibles d'un pan principal de notre économie, et j'en passe. Et aujourd'hui, je ne vois pas quelle est la stratégie à développer pour se protéger à l'interne des menaces internes qui pourraient subvenir sur les données sensibles aussi bien des entreprises que de l'État. Merci. Alors, une réponse du côté du colonel Vernet, ensuite du côté des politiciens, et puis, pour conclure, une phrase du général. Alors, tout ça en 2 minutes. Mon colonel. Pour ce qui est de la menace, je ne l'ai pas précisé ce matin, mais il est clair pour moi que la menace, elle est autant interne qu'extérieure. Donc ça c'est clair, on doit chercher, et ça peut venir de n'importe où. Les exemples récents, que ça soit Manning, l'Américain, que ça soit Snowden, etc., ça a tout été ces menaces-là, ces affaires-là, des cas intérieurs. On y travaille. Il faut voir qu'au niveau de la Confédération, par exemple, il y a eu un renforcement massif qui a été fait au niveau de la division qui s'occupe de la protection des informations des objets pour, par exemple, augmenter, élargir les tests de sécurité qui sont faits sur des collaborateurs qui sont particulièrement exposés. Une fois de nouveau, ça coûte beaucoup. Il faut des personnes pour ça. C'est la même chose que l'histoire avec les armes. C'est facile de dire on veut, mais derrière, il y a toujours la politique qui ne donne pas les moyens pour faire le travail. Donc, on est toujours confronté à cette problématique des ressources. Merci. Mais le cas est pris. Du côté politique, Yannick Butet. Je crois que ça pose une question de fond. On a dit ce matin, on n'a pas que des pays amis, on n'a même pas de pays amis quand on parle de cybercriminalité ou de cyberdéfense. Mais on a beaucoup parlé de collaboration entre le secteur public et le secteur privé qui est indispensable. Mais il y aura aussi cette collaboration entre États, parce que s'il y a des États qui couvrent ce genre d'agissement, ça pousse aussi les gens à ce genre de vol de données. La même chose aussi avec des pirates. Si on a les meilleures structures au niveau interne de lutte contre la cybercriminalité, mais que l'État dans lequel se trouve le pirate ne veut pas jouer le jeu, on va tout de suite arriver à des limites, ces fameuses limites physiques qui restent quand même une réalité au niveau des États. Et là, au niveau international, à mon avis, il y a des règles très claires à avoir. On ne peut pas tolérer, sans déborder sur d'autres débats, que des États, comme vous le disiez, voisins et amis, tolèrent ce genre de choses et finalement on promeut la cybercriminalité sans lui donner ce nom-là. Les deux voisins du canton de Genève sont la France et le canton de Vaud. Lequel des deux est un pays ami ? On entretient avec les deux d'excellentes relations, mais évidemment un peu plus assidu et sous la loupe avec celui de ces deux États qui représentent le plus grand nombre de kilomètres de frontières. Ce que je voulais dire par rapport à votre question, très concrètement, j'ai le sentiment que la stratégie est encore balbutiante, naissante, et qu'elle ne se place pas forcément à la bonne échelle. S'agissant de mon canton de 500 000 habitants, la décision a été prise il y a 1 an, donc c'est relativement nouveau, de placer, et c'était stratégique, les questions de système d'information dans le département de la sécurité, et pas quelque part avec le personnel de l'État ou dans des fonctions d'état-major. On a dit non, les systèmes d'information et la sécurité, ça doit être sous la même tutelle politique, pour un motif bien précis, celui de renforcer. Ce n'était pas d'abord une question de moyens, c'est d'abord une question de meilleure organisation. On peut faire plus de sécurité avec les mêmes moyens, de renforcer sur 2 axes, et là on est très précis à Genève. Le premier axe, c'est l'intégrité des systèmes, avec toute une série de dispositifs que nous sommes en train d'implémenter sur la ségrégation des environnements, sur l'anonymisation des données, sur le cryptage, etc., avec quelques cas malheureux dans l'actualité du début d'année sur les questions de données fiscales. Et puis le deuxième axe, c'est l'axe sur la localisation des données, notre capacité de développer sur notre territoire, parce qu'il y a quand même des enjeux de territoire, la localisation d'un certain nombre de données qui représentent des données vitales ou en tout cas importantes du point de vue de la population. Donc stratégiquement, c'est ces 2 axes-là qu'on poursuit aujourd'hui, mais il sera nécessaire de les monter au niveau fédéral, et là on est encore loin d'une stratégie globale. Une phrase de Solange Guernauty avant vous, mon général. Oui, pour rebondir sur cette notion d'intégrité des systèmes et pour répondre à votre question, monsieur, vous parlez de l'intégrité des personnes. Et effectivement, la personne d'entreprise peut être une menace pour la sécurité de l'entreprise, mais aussi un atout pour la sécurité. Je crois que c'est aussi au management de l'entreprise, et notamment dans le contexte des ressources humaines, de donner les moyens aux personnes de produire de la sécurité et ne pas avoir envie éventuellement de se venger ou de nuire à l'entreprise. Mais ça, c'est un contexte plus global de gouvernance d'entreprise, de gouvernance aussi des personnes et de faire du bien-être au travail. Je pense qu'on gagnera en sécurité. En général, vous qui représentez un pays ami, oui, alors, par rapport à sur le plan de la cyber, on ne parle pas de la fiscalité aujourd'hui, mon général. Oui.
Par rapport à la question que vous avez posée tout à l'heure, je crois qu'on revient toujours à la notion de gouvernance. Dans les entreprises, on a depuis les années 2000 créé la fonction RSSI, responsable de la sécurité des systèmes d'information, et le patron, le staff se disait « j'ai mon RSSI, donc je peux dormir tranquille, j'ai des spécialistes, c'est leur job, ils font leur job, et ils ne sont jamais au conseil d'administration, ou alors assez rarement ». Là, aujourd'hui, c'est l'ensemble du dispositif de sécurité des systèmes d'information qui doit monter à l'échelon stratégique. Parce que c'est l'ensemble de l'entreprise qui doit prendre en compte cette stratégie de cybersécurité à l'intérieur de l'entreprise. Et ce n'est pas simplement au niveau du staff, mais aussi au niveau des personnes. Parce que ça, vous pouvez avoir tous les grands services de cybersécurité à l'échelon national, à l'échelon des entreprises. Si les personnes qui travaillent dans l'entreprise n'ont pas ce réflexe, ce comportement, je dirais, cette hygiène informatique qui consiste à dire, bon, ce que j'ouvre, je dois le fermer, je dois faire attention aux données, ainsi de suite, ça, je crois que c'est quelque chose qui est très important. En France, la notion de gouvernance avec les entreprises et avec l'État est en train de changer. Pourquoi? Parce qu'on a pris conscience, nous, après l'attaque sur les studies, après Natanz, après tout ce qu'on a pu connaître comme phénomène sur le cyberespace, qu'il fallait réorganiser le système. Et donc, il y a une autorité nationale au niveau du Premier ministre et qui, en fait, est en train de nous casser, heureusement, la spécificité, la spécialité ministérielle où chaque ministre a son maroquin, son portefeuille et ne veut pas que l'autre touche à ses affaires. En fait, maintenant, c'est le Premier ministre qui va prendre la chose de manière interministérielle avec des pouvoirs de police, si je puis dire, administratifs, donnés à l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, ce qui est très important, y compris vis-à-vis des entreprises privées. Parce que tout le secteur critique va devoir avoir une transparence vis-à-vis de cette agence en disant, bon, moi je fais ceci, moi je fais cela, qu'est-ce que vous me conseillez? Et c'est en échange que cette agence va devenir un prestataire de conseil auprès des entreprises pour leur permettre de ne pas être espionnés et surtout de ne pas être sabotés. André Kudelski, avant la prochaine question qui va se situer où, géographiquement? Oh, madame, monsieur. Oh. Voilà. André Kudelski, pardon. Tout d'abord, c'est assez sidérant de voir les deux cas américains comme quoi une personne a pu avoir accès à autant d'informations et divulguer autant d'informations. Et là, je viens sur un élément qui pour moi est essentiel, élément que l'on pratique depuis bien des années près de notre société, c'est le fait d'organiser l'information de façon structurée, de telle façon à ce qu'une seule personne, aussi mauvaise qu'elle soit, ne puisse pas mettre, je dirais, le système par terre au niveau sécurité. C'est-à-dire la probabilité d'avoir deux personnes malhonnêtes au même endroit, au même moment, est plus faible que d'en avoir qu'une seule. Et de vouloir se prémunir sur une organisation de milliers de personnes, vous avez 0 personne malhonnête, je pense que malheureusement, c'est impossible. C'est une question de nature humaine. La prochaine question est ici, mon colonel. Je reviens sur la caisse à outils. M. Kudelski, vous nous avez dit qu'elle était remplie de cure-dents. Donc, on doit s'acheter une caisse à outils avec laquelle on puisse faire notre travail. Ma première question, est-ce qu'on a pu chiffrer ce qu'elle coûte? Et la deuxième, où trouverons-nous les ressources financières pour se la payer? Alors, combien ça coûte? Alors, c'est certainement pas des centaines de millions de francs, pardon, des centaines de milliers de francs, c'est plutôt des centaines de millions. Maintenant, où on trouve l'argent? La première chose, c'est que bien des sociétés et même des services de l'État n'ont pas vraiment pris conscience du risque économique en cas de problème. Et c'est là que se trouve une partie du problème. On a un certain nombre de choses qui ne nous servent pas forcément au niveau de l'ensemble de notre pays et qu'on continue à dépenser alors que d'autres devraient être prioritaires. Et là, je citerai les propos d'un certain politique anglais qui disait que malgré le fait d'avoir des restrictions budgétaires dans des départements de la sécurité ou militaire, ça n'empêche pas de rediriger certains investissements de façon à plus investir dans la cyberguerre et un peu moins dans certains lance-flammes, mettons.
Dans l'exercice de préparation des budgets, messieurs, madame les parlementaires, est-ce que vous avez une liberté de manœuvre qui vous permet de trouver les fonds nécessaires à la question qui vient d'être posée pour s'équiper vraiment d'une belle caisse à outils? Ou bien n'êtes-vous pas, politiciennes et politiciens, dans une situation deltaïque en disant « mon électeur est plus sensible à la sécurité individuelle physique qu'il doit ressentir qu'à la sécurité informatique, numérique ou du cyberespace ». Géraldine Savary, où est-ce qu'on va trouver cet argent? Alors, disons, moi j'essaye de ne pas réfléchir uniquement mon électeur, mon électrice, mais en population et priorité politique. Je pense que c'est notre boulot de réfléchir ainsi. Et c'est vrai que les questions de sécurité, de manière générale, en Suisse, elles doivent être prioritaires. Alors, je suis dans 4 commissions parlementaires, et dans chaque commission parlementaire, les questions de sécurité, elles sont évoquées, discutées et financièrement votées. Transport, vous avez vu le débat Grange-Marnand, sécurité dans les trains, affaires juridiques, code pénal, etc., sécurité aussi du droit, commission de sécurité militaire. Évidemment, là, c'est extrêmement important pouvoir discuter, de fixer des priorités. Et c'est souvent la difficulté qu'on a. Je vous ai cité la situation aujourd'hui avec des investissements consentis ou non pour le développement de l'armée. Et c'est clair que dans des budgets bloqués, on sait que l'armée, alors peut-être elle le déplore, mais a des budgets limités, eh bien, elle doit consentir à un certain nombre de sacrifices et puis un certain nombre d'investissements. Et je crois qu'il est nécessaire de plaider plus que jamais pour, ce débat le démontre, pour des investissements en matière de cyberrisque. Monsieur l'a dit tout à l'heure, la Suisse est une cible prioritaire pour l'espionnage, que ce soit de la part d'État ou de privé. Ça, c'est la NSA, elle le précise, parce que nous avons des banques, nous avons des entreprises en pleine croissance, et on ne peut pas comprendre ce message qu'on nous lance et ne pas prendre les moyens nécessaires. Donc si on me demande maintenant, pour répondre rapidement, est-ce que oui ou non il faut mettre plus d'argent, par exemple pour le service de renseignement de la Confédération, pour autant qu'il fasse une réforme interne qui évite la déplorable situation qu'on a vécue, moi je dis oui. Maintenant, si on me demande est-ce qu'il faut augmenter le budget militaire de l'armée en plus de toutes les activités qu'il fait maintenant, alors ça, évidemment, je dis non. Yannick Butin. C'est bien tout le nœud du problème, et on revient un petit peu à ce qu'on a discuté au départ, quand on dit finalement les propositions à l'heure actuelle sont venues que de la gauche, oui, mais avec quels moyens est-ce qu'on veut les financer? On reste toujours dans le même budget, et c'est ça qui pose problème. Je crois qu'un pays comme la Suisse, avec son niveau de développement technologique, avec sa prospérité, se doit d'assurer la sécurité dans tous les domaines. C'est une des clés de notre succès. Et c'est vraiment cette sécurité, ce haut niveau de sécurité, nous sommes un des pays les plus sûrs au monde, que nous devons maintenir. Du côté de l'armée, c'est un petit peu facile de toujours dire, je crois que tout le monde dans cette salle connaît l'évolution des dépenses militaires et du budget militaire par rapport aux autres budgets au niveau de la Confédération. C'est un petit peu facile à chaque fois de dire finalement renoncer à une tâche de sécurité physique pour développer la cybersécurité. À mon avis, ces tâches sont complémentaires, et surtout, c'est que toute l'institution militaire, eh bien, elle a une structure qui est logique et qu'on ne peut pas démanteler pour favoriser uniquement un danger qui est très actuel, qui sera très futur, mais qui reste complémentaire aux autres dangers que nous vivons quotidiennement. Alors oui, mettre des moyens, non, ne pas prendre dans le budget actuel. Colonel Vernet, est-ce qu'on est prêt au département de la Défense ou dans le haut commandement de l'armée de renoncer à certaines choses au profit de la cyber? Alors, ce n'est pas à moi de le dire. Mon rôle, c'est de dire au chef de l'armée, ce que je fais aussi, dans ce domaine-là, voilà les problèmes que nous avons, voilà les solutions que nous proposons, elles coûtent tant si on veut faire quelque chose d'optimal. Si vous ne le faites pas, voilà quel risque vous encourez ici ou là. Ça, c'est mon job. En même temps, le message a passé. Le message passe. Maintenant, les décisions qui sont prises derrière, ça, je ne peux pas faire plus là-dessus. Par contre, je veux insister, je l'ai déjà fait tout à l'heure, sur le fait qu'il ne s'agit aucunement de mettre en concurrence ce nouveau domaine de la sécurité avec les autres. Parce que, on reprend des exemples qu'on a eus ici, pas très loin, à Brigue ou autre, on a eu aussi besoin d'infanterie quand il a fallu aller apporter de la sécurité. Donc ça je dois dire, pour moi, c'est un élément qui est absolument clé.
Un autre élément qui est clé aussi, et j'entends maintenant déjà dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie qu'on commence à lorgner de manière très insistante du côté de l'armée parce qu'elle a des compétences, parce qu'elle a de l'argent, etc. Je dis, bien sûr que nous allons aider, bien sûr que nous allons, dans le cadre des règles de subsidiarité, faire un maximum, mais l'armée ne doit pas être considérée comme un marché en libre service pour tous ceux qui ne veulent pas faire leur job de l'autre côté. Merci. Nous allons prendre une dernière question dans la salle, elle est ici. Merci. Monsieur, deux dernières. Alors, monsieur, s'il vous plaît. Merci. Une question toute simple. On parle effectivement d'effectifs, on parle de budget, mais il y a un problème qui est flagrant, c'est le décalage complet entre les lois et l'arsenal, je dirais, réglementaire. On voit qu'il y a tous ces problèmes, effectivement, qui peuvent être résolus au niveau technique, mais qu'on ne sait pas résoudre dès qu'il s'agit, en fait, de porter en justice une affaire. Donc voilà, quelles sont les possibilités vis-à-vis de ça? Et également, quel est le moyen de protéger mieux le citoyen vis-à-vis de tout ce qui se passe? Alors ça, c'est une question à laquelle M. Treccani va apporter une réponse. On va prendre dans l'intervalle l'autre question. Elle est juste derrière, s'il vous plaît.